Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous, très bienvenue sur News Jardin TV. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Nous sommes le 4 décembre. Il reste que 27 jours avant la fin de l'année. Ça va faire plaisir à notre ami Roland qui est à côté de moi. Bonjour Roland. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Donc ce qui veut dire s'il n'y a que 27 jours qui restent, nous sommes le 338e jour de l'année. C'est aussi le 12e jour du signe astrologique du Sagittaire. Sagittaire avant de s'en servir, oui, Oui. c'est Sagittaire, c'est le signe de ma petite jardinière. Et dis donc, c'est bientôt son anniversaire. Ouais, T'as prévu un cadeau? Dans 2 jours, ah bah oui. Oui. De toute façon, ça, j'ai plus Oui, de cheveux. oui. Hein. Et nous sommes le 14e jour du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français. C'est officiellement le jour du sapin, bien sûr. Oui, on est dedans, là. Mais oui, mais pourtant, on pourrait croire que c'est qu'une tradition purement commerciale. Eh bien non, puisque ça date déjà, ce calendrier républicain, de la Révolution française. Donc déjà, à l'époque, on estimait que le sapin était une plante emblématique de la période. Et je vous invite, c'est vrai quand même, hein, à faire un petit sapin de Noël. C'est tellement sympa. Non? C'est pas un sapin, c'est un épicéa de Noël. Oui, tu as raison. Mais ça fait rien, faut en faire un, je confirme, il faut avoir son petit sapin de Noël. Je suis ravi quand Roland me fait des leçons de botanique. Alors, comme il vient de me faire une leçon, nous allons lui donner la parole. Alors, pourquoi c'est pas un sapin? On appelle Picea abies, c'est l'épicéa. On en a dans les Vosges, le sapin qui a des aiguilles toutes plate en fait. Le sapin, on l'appelle le pectiné parce que ça ressemble à un peigne et c'est le sapin pectiné qui est un peu différent. Et donc le genre est abies, hein, dans ces cas-là, pour le véritable sapin. Comme tu viens de le dire, fort justement, la différence, elle est de 2 ordres. Celle que tu viens d'expliquer, à savoir que le genre abies, les aiguilles sont dans le même plan, alors que chez le picéa, elles font comme une sorte de goupillon autour de l'axe de la tige. Et puis il y a une deuxième chose. Les cônes qui vont pousser, pour l'un dressés, pour l'autre pendus, c'est le Picea abies où elles sont pendues, et pour le sapin, pour l'abies, elles sont dressées. Oui, c'est exactement. Et on va parler plus Picéa maintenant, puisqu'on va être pas loin de Noël, mais une petite chose. Si vous pouvez trouver un jour Abies coreana. Oh oui, il est beau. Pourquoi? Parce qu'on peut y serrer la main. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça, parce qu'il a des aiguilles tout autour. Parce que c'est vraiment très belle plante, mais surtout par ses cônes. Ah oui, qui sont toutes dressées, toutes bleutées un peu là. Ah Exactement, oui. Il fait des cônes bleutés. Et ça, c'est quand même assez rare. Et souvent, ils sont aussi dégoulinants de sève résineuse là, qui est extraordinaire. Et c'est vraiment très beau. Pourquoi parle-t-on du sapin en cette saison, pour Noël? Quelle est la raison? Parce que ça a démarré en Alsace, je crois. Oui, encore avant, parce que c'est historique. J'étais pas né, c'est toi qui vas en parler. C'est vieux, cette histoire. C'est tellement vieux que c'est quelque chose qui découle des Saturnales. Les Saturnales qui étaient une fête totalement païenne de l'époque antique. À l'époque des Saturnales, il se passait une chose assez extraordinaire, c'est que c'était le jour où on pouvait tout faire. Ah bon? Et notamment, les gens du peuple, ceux qui étaient les plus pauvres, pouvaient carrément agresser les riches, enfin faire des choses qui étaient totalement interdites le reste du temps. Ah oui, c'était l'époque romaine, ça, alors. Hein? C'était l'époque romaine. Oui. Quand on est arrivé au Moyen-Âge, on a célébré les fêtes de la Nativité. Et ces fêtes de la Nativité, elles étaient aussi une fête païenne au départ. On s'éclatait, etc. Et ce que l'on faisait, au niveau aussi de la célébration religieuse cette fois, c'est qu'on plaçait dans les églises des arbres
qui devait symboliser le pommier du paradis. Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que l'on faisait ? Comme arbre, on n'avait pas grand-chose d'autre qui avait des feuilles qu'un conifère. Ouais. Et on prenait les conifères de nos régions, qui étaient donc des sapins. Et les pommes, on les accrochait sur les sapins. Aujourd'hui, ce sont les boules rouges que l'on met à la place des pommes qui sont devenues un petit peu la chose. Et surtout, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait bombance autour de l'arbre. Et ça n'avait pas tellement plu au clergé. Au XVIIe siècle, c'est là que la coutume s'est vraiment répandue en Alsace, parce qu'en Alsace, on était plutôt chez les protestants. Et ils ont développé la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Et petit à petit, les catholiques, ils ont trouvé ça sympa aussi. Oui. Et ils ont fait un petit peu la même chose. À l'époque, on coupait les sapins dans la nature et on les apportait à l'intérieur de la maison. Bon, il est vrai que dans ta région des Vosges, on n'en manque pas, mais quand même, aujourd'hui, on va éviter. On était très nettement moins nombreux à cette époque. Au XVIIIe siècle sont apparues des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui, heureusement, c'est qu'on mettait des bougies. Et on mettait 12 bougies pour symboliser les 12 apôtres. Malheureusement, il y a eu énormément de sapins qui ont pris feu. Alors aujourd'hui, on remplace les bougies par les guirlandes électriques. Et c'est quand même ça qui est très intéressant. Alors, petit à petit, la tradition du sapin s'est généralisée dans l'ensemble de la France. Et puis, on est arrivé au XIXe siècle avec 1837, Madame Hélène de Mecklembourg, qui était l'épouse du duc d'Orléans, qui était d'origine allemande, qui a vraiment introduit le sapin à la cour en décorant le jardin des Tuileries. Et petit à petit, donc, c'est devenu vraiment toute cette symbolique de Noël. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un Noël sans sapin, et je vous conseille vraiment d'acheter un vrai sapin pour passer un vrai Noël. Alors, le 4 décembre 1802 est né aussi quelqu'un d'important. Bien sûr, tout le monde le connaît, c'est Richard Thomas Lowe. Lowe ou Lowy, je pense, on dit, donc, qui était un religieux et en même temps un naturaliste anglais, qui a énormément travaillé sur la flore de Madère et qui a créé pas mal de genres. Alors la plupart, vous ne les connaissez pas, mais je voulais faire un petit clin d'œil à ce monsieur. Il a quand même nommé des plantes que l'on cultive, comme Deschampsia argentea, par exemple, qui est une très belle graminée, qui vaut le coup. Bon, il y a des Serratium aussi, mais toutes les plantes de Madère, Berberis madeirensis, Genista madeirensis, tout ça, c'est de chez lui. Il avait aussi vu que Argyranthemum pinnatifidum n'était pas un chrysanthème, que ça avait été décrit avant. Donc, on va faire ce petit clin d'œil, comme j'aime bien le faire, et puis on va aussi avoir quelques dictons. Bien oui, parce que c'est la Saint-Osmond aux causes, mais attention, Sainte-Barbe aussi. Et c'est la Sainte-Barbe aujourd'hui, et Saint-Osmond. Alors un petit dicton, à la Saint-Osmond, sur les fruitiers, on brosse les troncs. Et comme c'est aussi la Sainte-Barbara, à la Sainte-Barbara, pour brosser les troncs, on commence par le bas. Voilà. Oui, donc ce sont des dictons à monsieur Roland Motte. Alors moi aussi j'en ai fait à la Saint-Osmond, dans ton jardin enfouis le goémon. Ah ben, oui. Ça je pense que c'est un bon conseil. Et à la Sainte-Barbara, fais la chasse au rat, sinon jamais le printemps ne te sourira. Oui, oui. Bon, toi t'aimes pas faire la chasse au rat. Non. Donc on va passer à autre chose de plus sérieux maintenant. Et c'est un coup de fil d'Annie. Annie qui dit « J'ai récupéré sur un cycas femelle en Italie de grosses graines que j'ai fait tremper dans de l'eau. Si je les plante, aurais-je la chance d'obtenir un cycas femelle alors que je n'ai que des plants mâles dans mon jardin. J'habite en Occitanie et je les laisse dehors toute l'année. » En Occitanie, on peut effectivement garder ce qu'on appelle le sagoutier du Japon, oui. Le cycas revoluta, en pleine terre. Ça va très très bien aussi dans toute la frange méditerranéenne. Sont des plantes qui sont très résistantes à la sécheresse, qui sont quand même un petit peu craintives au niveau de l'hiver. Un petit gel. Oui, tu as parlé de la Méditerranée, pour le reste, c'est en pot. Voilà, pour le reste, c'est en pot. Et alors, à l'intérieur, c'est compliqué. Donc, plutôt serre, plutôt véranda. Pour répondre à la question d'Annie, la réponse est non. Quand on sème des graines, c'est forcément des graines d'une plante femelle. C'est compliqué d'avoir des graines sur les plantes mâles. Oui. Donc, on obtient généralement une population homogène entre les mâles et les femelles. Ça, c'est comme dans la vie. Quand on regarde l'ensemble de la population humaine, il y a des petites variantes, mais on est à peu près à 50-50. Bon, là aussi, c'est pareil. On ne peut pas vous dire qu'il y en aura
un nombre exact, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Le problème du SICA, c'est comme ça pousse extrêmement lentement, avant de savoir si vous avez un mâle ou une femelle, il va falloir attendre quand même quelques années, et vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, le mieux, pour être sûr, c'est de faire une multiplication végétative. Oui. Parce qu'en prenant un rejet d'une plante femelle, vous aurez obligatoirement une plante femelle. Ça, c'est la chose la plus simple à faire. Alors, si vous voulez faire vraiment un semis de SICA, donnez-nous quelques conseils. On va les mettre dans le bas du frigo déjà, on va les mettre au frais. Le bac à légumes, on les met là. Ensuite, on va les semer à partir du printemps dans du sable. Du sable, c'est bien, à condition qu'il soit bien humide. On va suivre évidemment à la chaleur. Annie, elle s'en fiche puisqu'elle est dans un pays où il fait ça toujours suffira chaud. pas, Donc, parce que la température de semis, c'est entre 27 et 32 degrés oui, pour que donc ça germe. faudra grimper un peu. Non, il faut vraiment les faire en semi-entérine. Et tu as oublié un truc très important, il faut scarifier les graines. Les graines de SICA sont extrêmement dures. Oui. Et donc, on est obligé de les scarifier avec une lame de rasoir. Et ça, c'est une opération assez délicate parce qu'il faut juste inciser la partie supérieure du tégument de la graine. Parce que si vous rentrez trop la lame de rasoir, vous coupez l'embryon. Donc, il faut y aller tout doux. Donc, c'est pas du tout évident. Et comme je vous disais, la température de germination, c'est entre 27 et 32 degrés. Donc, il faut absolument avoir une terrine chauffante dans laquelle vous avez une résistance électrique. Donc, on en trouve facilement. J'allais te dire, pourquoi ne pas faire les replants directement Elle veut faire un semis. Ah donc oui, je lui explique comment on fait un semis. Donc, effectivement, c'est pas évident. Et puis, une fois que vous les avez scarifiés, j'ai encore oublié, il faut les tremper entre 24 et 48 heures dans l'eau chaude. Ah oui, non. Donc, non, donc on n'est pas du tout dans un semis vraiment facile. En revanche, c'est rigolo de voir apparaître des petites plantules de SICA. Parce que ça a ce petit côté de feuilles très original, comme le mini palmier là, qui sort. Donc c'est rigolo. Mais comme tu le disais fort justement, le mieux, c'est quand même de pratiquer la division de touffes. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Dans cette rubrique, qui est généralement un petit peu technique, nous allons justement vous parler d'une technique. Ça s'appelle le blanchiment, ça concerne essentiellement les légumes. Alors pourquoi blanchir et surtout comment ? Bon, bah, c'est comme pour les cheveux, ça devient blanc. Alors là, blanchir, c'est essayer d'éliminer un petit peu la chlorophylle, puisque les feuilles en particulier, si on prend les salades, tiens, parce que ça va être plus simple, elles sont bien vertes. Cette verdure peut quelquefois nous donner de l'amertume. D'abord, c'est joli quand c'est un petit peu blanc, et puis ça va enlever de l'amertume à la plante, et ça sera sans doute bien meilleur. Alors on le fait aussi pour les cardons, on le fait pour les céleri branches, on le fait pour les chicorées de Bruxelles qui vont nous donner les endives ou les chicons quand on habite dans le nord, les chicorées frisées, le fenouil, les scaroles et les pissenlits. Donc ça fait quand même un bon gros monde que l'on doit blanchir pour faire exactement ce qu'a dit Roland, à savoir leur donner un goût un petit peu plus doux. Comment tu fais ? Oh, je le fais pas beaucoup, moi. En fait, moi, j'aime bien l'amertume. Il est rustique, ce Oui, truc. oui. Je te Non, prends c'est les pas trucs ça, sauvages, là. c'est pas ça. J'ai acheté déjà une cloche parce À que voilà, chicorée. voilà, une cloche à chicorée. Je vais faire ça pour mes frisés là. Donc une cloche à chicorée. Ah bah attends, elle m'a coûté une blinde déjà, donc ça c'est au moins 10 €. Ah bon ? Bah oui, pour une cloche. Alors dans le temps, tu C'est un vois, bout de plastique sombre. oui, c'est ça, oui. Non. Pas la mienne. La mienne, il y a 2 petits crochets avec des petits trous pour la fixer des fois qu'elle s'envole. Et il y a une ailette aérateur sur le dessus qui permet d'avoir ou non la lumière. Il y a des renfoncements avec des petits trous, si bien que tu peux arroser par le dessus et l'eau s'égoutte doucement. Alors là, il faut que tu nous fasses une vidéo là, pour qu'on illustre ça, parce que personne n'a jamais vu cette cloche à chicorée de compétition. D'habitude, c'est simplement un morceau de plastique en demi-sphère que l'on va poser sur la chicorée et qui, comme je le disais, est opaque parce que, à l'inverse de la cloche de forçage qui, elle, est transparente, là, au contraire, on va masquer la lumière puisque la chlorophylle, elle, se développe grâce à la présence de lumière. À quelle période est-ce que l'on va faire le blanchiment ? Eh ben, le blanchiment va se faire lorsque la salade est déjà bien développée, lorsqu'on a un cœur, et puis on va laisser, moi je laisse à peu près une quinzaine de jours pour couper un petit peu, puis on les récolte après, mais ça va se faire plutôt en fin de culture. Je ne vais pas te dire quand, mais, non, mais c'est en fin de culture. Lorsque la salade elle a bien poussé, on se dit tiens, ça va être le moment de la récolter, à ce moment-là, on la blanchit. Alors on ne blanchit pas que des salades, hein, puisque on peut blanchir, comme je disais, les pissenlits, les fenouils, même les poireaux et les céleris, à ce moment-là,
on fait un butage. Oui, il suffit de buter tout simplement. Alors on va le faire avec la terre ou avec du paillage même simplement, et on va buter, on va remonter, buter. Hein, ça ne veut pas dire mettre un coup de fusil dedans, ça veut dire remonter, faire une petite butte au pied de la plante. Et pour les poireaux, oui, c'est un grand classique. C'est un grand classique. Alors sur les fenouils, faites-le assez tôt, lorsque le bulbe du fenouil a à peu près la dimension d'un œuf. C'est un bon repère, et à ce moment-là, on commence le butage, et ça lui permet de bien grossir et puis d'être bien blanc, parce que le fenouil, s'il n'est pas blanchi, là, il a vraiment le goût très, très anisé, et c'est pas forcément Oui, d'ailleurs, très si tu as une agréable. technique, moi je galère pour avoir des bulbes de fenouil, ça a tendance à monter tout droit. Et... Sur les céleri branches, c'est quand même très important aussi de blanchir. Comment tu fais? Je fais pas. Tu fais pas, mais si, Non, il faut le je fais faire. pas, Il ouais. faut les attacher. Ah oui, tu t'attaches simplement. Oui. Voilà, on Ouais. les attache de manière à ce que la lumière ne pénètre pas le cœur. Et donc, du coup, tu auras du vert à l'extérieur, mais au centre, tu auras un cœur. Alors, il n'est pas blanc, il devient un peu jaune, clair. Et ça, c'est vraiment bon, c'est plus savoureux. La tâche, on peut le faire même sur les salades. On peut essayer de les refermer tout simplement et les maintenir. Oui. C'est plus compliqué, mais ça permettra de les maintenir quand même. Mesdames, messieurs, d'habitude, c'est un jardinier paresseux. Oui. Là, il suffit de mettre la cloche, vous prenez la cloche, vous Oui, la mettez attends. dessus. La Là, cloche à 10 euros. Il faut remonter salade par salade, attacher. Il faut pratiquement être deux, hein, parce que pour pouvoir remonter, et une fois que tu as remonté, faire le nœud, si tu n'as pas trois mains, Ouais, c'est t'as cassé compliqué. 18 feuilles de salade en même temps. Donc, oui. donc voilà, alors peut-être que deux personnes qui travaillent, ça coûte moins cher chez Roland que la d'acheter cloche. une cloche, on ne sait pas. En tous les cas, veuillez voir vous-même. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Dans le côté actualité, on va rester un petit peu dans le monde des végétaux avec une nouveauté que Roland a choisie dans un catalogue d'une pépinière qui, je pense, ne vend pas directement au public, hein, Kéris. Non, mais on les trouve régulièrement en jardinerie, voire chez certains producteurs, puisque ce sont les pépinières Kérisnel. C'est un regroupement de plusieurs producteurs qui ont chacun leur spécialité. Ils sont en Bretagne. J'ai reçu le catalogue et je suis tombé amoureux du Cirsium Rivular Atropurpureum. Alors on dit rivulare quand on est... Rivulare, voilà ça. mais, Atropurpureum. c'est un chardon. Oui, mais c'est Mais c'est beau, ouais. Ah, c'est un beau chardon parce que d'abord il est très florifère, apparemment c'est ce qui est indiqué, puis j'ai eu la chance d'en voir un. Il est rose, rose pourpré, donc c'est vraiment très très joli. Exposition mi-ombre, alors non, il l'annonce à -15, donc on est peinard. Oui, oui, oui. Donc ça pousse relativement tout seul. 1,20 m de haut, donc Oui, c'est c'est grand. aussi une plante qui prend de l'ampleur, donc on va faire attention quand même là où vous l'installez. Et puis c'est plutôt mi-ombre ou plein soleil. Bon, Alors ça prend pas une ampleur extraordinaire, mais c'est surtout remarquable, et ça je vous conseille, de mélanger avec des stipas, avec les cheveux Ah de oui. Vénus, ce qu'on appelle maintenant Nacella tenuifolia. Donc c'est très léger, gracieux, et donc au milieu de ça, vous allez avoir les hampes florales de ce chardon qui fait des capitules globuleux, hein, ça fait des boules rouges foncées. C'est top. Mm. Ça fait plusieurs années que ça existe en Angleterre. C'est vrai qu'on a toujours un peu de décalage par rapport aux Anglais, mais là, vous avez vraiment une très belle plante. Donc, Cirsium rivulare atropurpureum, pour avoir justement ces fleurs pourpres, on va dire vraiment on pourpres. peut dire Circe des rives, comme ça sera plus simple. Oui, mais ça, c'est le Ouais. Circe des rives, c'est le sauvage. Ah oui, mais Atropurpureum. donc Ah, là, Circe tu- des rives oui. atropurpureum. Voilà. Comme ça, tu as on les deux. on Tu as un peu de mélange, français voilà, et oui, oui. un peu de botanique. Alors, moi, mon offre, c'est quelque chose qui n'intéresse pour l'instant que les professionnels de la vigne. C'est un stimulateur des défenses contre l'oïdium à base de laminarine. La laminarine, c'est quoi? C'est une substance qui est extraite des laminaires, donc des algues, et que l'on commence à utiliser parce qu'on se rend compte que ça fait renforcer les résistances naturelles des plantes. Et ce produit qui s'appelle Vinivax, qui est fabriqué en France, à Saint-Malo, dans l'usine de Goemar, a été homologué pour les professionnels. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est absorbé par la plante. Mais comme il est d'origine, alors j'allais dire une énorme erreur, j'allais dire comme il est d'origine naturelle, il n'est pas dangereux. Ben non. Ah Il y a oui, des choses très dangereuses je dans la je nature. t'aurais repris. Mais comme il n'est pas dangereux et d'origine naturelle, ça pose Ouais. aucun problème d'usage. Donc, ça renforce très nettement les défenses de la vigne contre l'oïdium. Et je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à ce type de produit parce que
petit à petit, on va les voir apparaître dans nos gammes de jardiniers amateurs, puisqu'on ne peut plus traiter de façon drastique comme on faisait avant. On va essayer de trouver d'autres méthodes, parce que c'est pas parce qu'on a décidé au niveau politique qu'on interdisait les produits chimiques que du jour au lendemain, les maladies des plantes, elles ont disparu. Donc il faut trouver de plus en plus de systèmes qui vont nous permettre de protéger nos plantes pour que nos cultures se développent, que ces systèmes soient naturels et non dangereux. Et c'est le cas donc de ce Vinivax. Alors, tu avais un petit coup de cœur. J'avais mis aussi ton coup de cœur, donc je vais te le piquer. Et on va en parler tous les deux. C'est les lauréats du concours national des villes et villages fleuris 2021. Et donc là, c'est intéressant de passer en revue un petit peu tous ceux qui ont gagné. Ce sera le 14 décembre que ça sera remis par le secrétaire d'État en charge du tourisme, monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, ont eu une fleur d'or. Alors là, c'est le top du top. Hein. Oui. Annecy, en Haute-Savoie. Qui d'autre? Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Colmar dans le Haut-Rhin. On a Coulaines dans la Sarthe également. Courbevoie en Haute-Seine. C'est vrai que Courbevoie, ça a l'air de rien. On a l'impression de voir toujours la Défense, etc. Mais il y a des efforts de fait dans cette ville au niveau des jardins, c'est incroyable. Dans le même genre, on a le Plessis-Robinson, voilà. Et aussi dans les Hauts-de-Seine. Ça, c'est vraiment top. Ça, le Plessis-Robinson, il y a des trucs en jardin, j'adore. Mesnières-en-Bray, que je connais pas, mais il faudrait qu'on y aille. Seine-Maritime, et puis Montargis, bon là c'est dans le Loiret. Ça, c'était ma ville de naissance, pas de naissance, mais pratiquement, j'ai passé mon enfance. Vous savez, on l'appelle la Venise du Gâtinais. Il y a plein de canaux partout à Montargis, et quand on peut, le long des ponts, etc., mettre des fleurs et tout, ça devient très très joli. Puis il y a Nantes. Alors Nantes, franchement, il y a déjà des reportages sur News Jardin TV qu'on a fait à Nantes, et on en fera d'autres. C'est une ville qui a une politique au niveau des espaces verts. Wow, extraordinaire. Il y a aussi 4 communes qui ont eu leur 4e fleur, donc Berck-sur-Mer. On a Caen dans le Calvados également. Chambeuf dans la Loire. On a Châteauroux dans l'Indre. Et puis Évreux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vu tout ça? On se repose un petit café déjà, non? Un petit café et une page de publicité. Parce qu'on devrait tous commencer la journée par un bol d'oxygène. Parce qu'il y a des réveils qu'on échangerait contre aucune grasse mat. Parce que mettre du beau partout, ça fait du bien tout le temps. Parce qu'une bonne promenade, ça fait battre 2 cœurs. Parce que ça fait grandir de faire pousser quelque chose. Parce que le circuit le plus court, c'est entre votre jardin et votre cuisine. Parce qu'il y a des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Parce qu'un monde meilleur, ça commence d'abord chez soi. Et parce qu'on n'a jamais eu autant besoin de se reconnecter à la nature et à la vie. Truffaut, mettons plus de vie dans nos vies. Qui sonne? C'est Aurélie. Aurélie qui dit « Les feuilles de ma plante ZZ, je pense que ça doit être Zamioculcas, ne tiennent pas droite, elles se couchent sur le côté. On m'a dit qu'il s'agissait d'un excès d'arrosage. J'ai donc cessé les apports d'eau depuis 3 semaines, mais rien ne se passe. Que pouvez-vous me conseiller ?» Alors pourquoi la plante ZZ? ZZ, Zinedine Zidane? Non, Zamioculcas zamiifolia. Il y a 2 Z au genre et à l'espèce. Alors c'est une plante qui est la seule dans son genre, qui est extrêmement intéressante au point de vue plante d'intérieur. Ça fait partie de ce que j'appelle, moi, les increvables. Alors, c'est increvable à condition de ne pas l'arroser. Peu l'arroser. Si vous le faites. Il ne faut pas toujours écouter à 100% ce que je dis. Parfois, il y a du 2e degré. C'est-à-dire qu'il faut très peu l'arroser. Si vous l'arrosez de trop, eh bien, ça s'affaisse. Eh bien, je pense que c'est ce que fait Aurélie. Elle doit penser que c'est une plante ordinaire, donc je l'arrose. Puis en fait, souvent dans la littérature, il y a eu des conseils comme ça, en disant maintenez le substrat humide, etc. Mais surtout pas. Le Zamioculcas, c'est une plante qui n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Donc de temps en temps, il faut lui donner un petit peu d'eau. Alors, quand est-ce que c'est le de temps en temps? De temps en temps, c'est difficile à voir. C'est-à-dire que, pour ma part, je regarde déjà la surface du sol parce que souvent, le terreau change de couleur et donc il devient un peu plus clair. Et puis après, y a l'histoire du doigt mouillé. Regardez bien la surface des feuilles. Lorsque vous constatez qu'il y a des petites ridules, donc des rides très très fines qui commencent à apparaître, et donc vous n'avez plus la turgescence de l'épiderme,
ça veut dire que la plante a vraiment soif. Dans ces cas-là, sur le Zamioculcas, eh bien, vous pouvez l'arroser, y compris sur la partie renflée de la base des tiges, puisque ce n'est pas des tubercules, hein, mais ça donne l'impression que ce sont comme des pseudobulbes d'orchidées, par exemple. Vous voyez, ça monte comme ça. Quand c'est légèrement fissuré, mais très légèrement, ça demande de l'eau. Alors, c'est une plante qui doit être cultivée dans un substrat qui est assez grossier. Vous mettez du sable, mais vraiment de gros calibre. Vous mettez un petit quart de terreau, un quart de terre de bruyère et donc l'autre moitié en sable. Jamais de bac à réserve d'eau pour ce type de plante, surtout pas. Et puis je dirais quand même, rapprochez-moi tout ce monde-là de la lumière. Même si le Zamioculcas est peut-être une des plantes, après je vais te piéger en te demandant laquelle autre, qui supporte le mieux les pièces assez sombres. Quelle est l'autre? Il y en a quelques-unes quand même, non? Le Kensia, peut-être? Faux. Non, j'en sais rien. Alors. Ah, l'aspidistra. Ah ouais, mais ça pousse partout. Tu le mets à la cave, il pousse aussi. Oui, non, mais trop facile ça. Oui. Ah, mais trop facile. Il dit trop facile une fois que je lui ai donné la réponse. L'aspidistra, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, malheureusement, en jardinerie. On appelait ça des plantes de grand-mère, nous, quand on était vendeurs. Les langues de belle-mère aussi, un peu comme les sansevieria. Comme les sansevieria. Mais l'aspidistra, on le voit moins. Oui, c'est vrai. Alors, tu as parlé de lumière. Il faut quand même un peu de lumière à notre Zamioculcas. Oui, je dis que c'est une plante qui peut pousser dans une pièce pas très bien éclairée, quand même une pièce qui reçoit la lumière, mais pas le soleil direct. Sur le Zamioculcas, on ne va pas le mettre complètement en plein cagnard. Même en cette saison, ça vaut le coup d'avoir un voile translucide qui va filtrer la lumière, et puis c'est tout. Et température, si on pourrait dire, c'est une plante qui supporte assez bien des périodes relativement fraîches. Donc vous pouvez laisser descendre durant la nuit, la température, même autour de 12 degrés. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de maisons qu'on laisse à 12 degrés, mais par exemple, encore une fois, dans une véranda, elle sera toujours quand même beaucoup mieux qu'à l'intérieur de la maison. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Alors, mes chers amis, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, nous vous avons fait un dossier sur les fruits décoratifs. Là, nous allons rester dans le même esprit d'avoir des plantes qui sont intéressantes dans le jardin pendant la période hivernale, avec cette fois-ci les écorces décoratives. Et ça, je peux vous garantir que c'est pas suffisamment connu et que l'on peut vraiment trouver des plantes qui sont à la fois spectaculaires en hiver et tout à fait intéressantes pour le jardin. On peut dire quand même déjà 2 mots sur l'écorce. Bah oui, l'écorce, c'est la peau de l'arbre, on va dire. Oui. C'est sa protection, finalement. C'est vrai qu'on va le trouver sur tout type d'arbustes, mais pour qu'elle soit décorative, il faut déjà qu'il y ait de la surface. En arbuste, il y a les cornouillers. Quand même. Les Cornus alba et Lonifera qui ont, pour certaines variétés, carrément des branches très très lumineuses. Et puis il y en a un autre aussi, puisqu'il anticipe déjà tout ce que je voulais vous raconter. Au niveau des arbustes, il y a une ronce, Rubus cockburnianus. Inconnu au bataillon. Totalement argenté. Ah oui, des sympa. tiges argent. Il n'y avait pas un rosier qui était comme ça aussi Tu as raison, mais il n'est pas argent. Il y a Rosa sericea pterracantha. Ça, c'est aussi très intéressant parce que ce sont les épines qui sont devenues très grosses, très plates et qui se regardent en contre-jour. La lumière traverse. C'est vraiment très beau. C'est superbe. Mais Rosa sericea pterracantha n'est peut-être pas aussi décoratif que les deux dont je viens de parler précédemment, donc les cornouillers et les Rubus cockburnianus, parce qu'il faut le regarder de près pour vraiment en profiter. Sinon, de loin, on a l'impression d'un truc marron, pas très, très esthétique. Là, on va essayer de trouver des écorces d'arbres qui vont être vraiment, vraiment très intéressantes. Par exemple, il y en a donc qui vont faire des lanières, des plaques. On parlait des sapins, les Abies cephalonica, le sapin de Grèce. Ça vous fait des écorces qui se crevassent et qui s'éclatent. Vous l'avez chez les hêtres australes, le Notophagus antarctica. Ouais. Ça aussi, l'écorce, elle est vraiment très intéressante. Même le poirier, d'ailleurs. Bon, c'est pas l'arbre qu'on mettra dans un esprit d'avoir des écorces, mais si vous les regardez attentivement, c'est beau. Et qui passe inaperçu, et pourtant, quand vous regardez l'écorce attentivement, qui est sublime, le pin maritime. Ah oui, le pin maritime, c'est pas lui qui est orangé, c'est le sylvestre qui est lui, orangé. Il est rouge, il est carrément marron et rouge. Et
ça fait des plaques. Et donc, ça forme une sorte de réticule de crevasse. Si vous regardez ça avec un œil un peu artiste, vous allez voir vraiment un tableau. Et c'est pas le seul, loin de là. Alors, ces plaques que l'on appelle des rhytidomes en botanique, elles peuvent aussi avoir vraiment des aspects très spectaculaires. Le platane. Ah bah le platane, quand on était gosse, on s'amusait à Enlever les rhytidomes, Ouais. ça on peut le faire sans aucun problème. Pour quelle raison? Parce que la couche de cellules qui constitue l'écorce, qu'on appelle d'ailleurs du liège, même si c'est pas que Oui. comme le chêne liège, mais botaniquement c'est du liège, c'est mort. Donc Bah, si on l'enlève, on enlève une vieille partie et on met l'écorce jeune à la place. Et c'est ça souvent qui fait la différence de couleur d'une plante à une autre et qui va donner ce côté vraiment très décoratif. Pinus bingeana, le pin Napoléon, vous fait aussi des écorces dans cet esprit-là qui sont très belles. Et puis, les incontournables de l'écorce qui viennent d'Australie. Qu'est-ce que c'est que Les ça Les eucalyptus. Ah Ah, tu me dis- Alors pour trouver, c'est facile, les œufs. Va t'en trouver avec des œufs. Les eucalyptus, Les oui. eucalyptus donnent des couleurs d'écorce extraordinaires. Il y en a qui sont plus décoratifs que d'autres. Généralement, c'est les plus frileux, malheureusement. Mais même simplement l'eucalyptus guni, Oui. qui est le plus rustique, vous pouvez l'avoir dans toutes les régions. Son écorce, en hiver, elle est bleutée. Elle est bleu argentée. Bah, ça se voit de loin, ça je peux vous garantir. On en a un, c'est Arizonica, qui tient bien au froid, donc Eucalyptus guni arizonica. Ah, c'est un cultivar. Oui, c'est un cultivar, il tient bien au froid, donc il est chez nous depuis une dizaine d'années, et c'est vrai que l'écorce est très jolie, mais elle s'en va en petits morceaux également. C'est ça qui fait toujours la beauté de la chose. Alors, soit elles s'en vont par plaques, soit elles s'en vont par lambeaux, mais c'est le fait qu'elles s'exfolient, comme on dit, qui donne ça, parce que vous avez des nuances de couleurs. Et des nuances de couleurs, vous en avez chez un des cerisiers les plus beaux au niveau de l'écorce, c'est Prunus cerula. Oui. Alors, Oui. Prunus cerula, il n'est pas commode. Nous, on en a un au jardin, franchement, on n'arrive pas à le tenir. Il y a toujours une partie qui meurt chaque année, mais du coup, on garde l'écorce. Même s'il n'est pas beau, pourquoi? Parce que cette écorce, elle va s'exfolier, mais au lieu de le faire longitudinalement, là, elle le fait horizontalement, et ça vous fait des parties qui sont rouges, mais très foncées, presque bruns, et orange. Et donc vous avez cet ensemble-là qui est vraiment très étonnant. C'est à ça qu'on reconnaît les merisiers quand on va se balader en forêt. Moi, j'adore ça. Tu reconnais les merisiers de loin. Parce leur que, écorce. Ah oui, à leur écorce. Et puis, ça fait un genre des petits boudins qui se sont arrondis quand ça s'est ouvert un petit peu. Parce que c'est carrément comme aussi fin que du papier. Ouais. Et donc, avec simplement les différences de pression atmosphérique et d'humidité, eh bien, vous avez cette crispation qui se fait naturellement. Il y a d'autres écorces encore dont je voudrais vous parler. Le hêtre de Perse, le Parosia persica, dont les feuilles sont sublimissimes à l'automne, et sur les vieux sujets, l'écorce, c'est toute une nuance. Vous avez du vert, du marron, et tout ça, ça vient se mélanger. Le Fagus sylvatica, d'ailleurs, tout simplement. Le hêtre de Alors, base. moi, j'adore ça parce que là, c'est des taches qui vont du gris au noir. C'est vrai que c'est une belle écorce, c'est mais sur les très vieux, joli. il faut déjà que ça soit vieux. Pour Le moi, sujet, c'est pas oui. un arbre de jardin. Ah non, c'est c'est pas un tellement arbre de grand. jardin, mais je te parlais de forêt, là. Non, c'est Ouais, trop mais grand. nous, on oui. fait du jardin. Oh ouais, mais alors allez vous balader en forêt de temps en temps, il y a tellement de belles écorces. Oh, mais tu verras pas Parosia persica. Et puis, le Zelkova carpinifolia, l'orme de Sibérie, lui aussi vous fait vraiment des écorces dont les exfoliations prennent différentes nuances de vert et de jaune. Vraiment, j'adore. Alors, on peut pas passer à côté des bouleaux. Oui, obligatoire. Betula tristis, par exemple, qui est d'une blancheur nette. Enfin, vraiment, c'est blanc de chez blanc. Quoi. Oui, oui, oui. Blanc, 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 blanc. Alors, un petit truc. Les plus blancs que j'ai pu voir, c'était au parc du Vasterival, au jardin du Vasterival à Varangeville-sur-Mer. Ce jardin qui est mondialement célèbre a certainement les bouleaux les plus blancs de toute la création. Ben, ils ont un truc. Oui. Ah, quoi donc? Ils Il les est- couvrent, ils mettent une cloche dessus. Il les gratte. Ah, ils les grattent, ah oui, d'accord. Il les nettoie, il les frotte à la brosse de manière à ce que toutes les vieilles écorces s'en aillent. Et vous avez que la jeune qui est la plus blanche, mais la plus blanche possible. Et là,
au milieu d'un grand jardin comme ça, vous avez un massif, et bang, ça vous prend dans les yeux. Je voudrais quand même pas finir ce petit dossier sur les arbres à écorce sans parler de l'arbre cannelle, l'érable cannelle, Acer griseum. Ah oui. C'est aussi une À des plus tomber. belles écorces. À tomber par terre. Là, ça roule aussi. C'est brun roux, c'est ridé, c'est décharné. Et les morceaux d'écorce s'enroulent en spirale. Et ça vous fait quelque chose vraiment de très, très décoratif. On pourrait y aller sans arrêt. Et je voudrais quand même terminer avec les érables serpents. Oui. Alors, on appelle ces érables qui sont soit Acer grosserii variété RC, soit Acer davidii, même Acer rufinerve, qui sont vraiment des érables dont les jeunes, il faut bien le dire, hein, les vieux, ça ne le fait pas, les jeunes sujets ont des écorces vertes finement striées de blanc. Et c'est vrai que de loin, on dirait bien simplement un serpent, mais un serpent particulièrement sympathique. Et ça, je vous invite vraiment à mettre ce type de plante dans votre jardin. Sandrine qui dit « N'ayant pas de cave, je souhaite savoir comment conserver mes patates douces après la récolte. » J'ai vu que tu en avais récolté, là, il n'y a pas longtemps, donc Oui. Dis-moi. On en a récolté, mais elles sont déjà Tu les as mangées. mangées. Donc, on ne conserve pas. Alors, on ne fait pas des quantités industrielles de patates douces. On en a quelques pieds quand même, mais qui produisent, et tu as pu le voir, donc ça produit très bien. On les avait fait en carré potager parce que ça demande beaucoup de chaleur. On les avait mis une fois en pleine terre, on n'avait rien récolté. Et pourquoi pas grand-chose. le fait de le mettre en carré, ça Parce marche? que la terre est surélevée et donc ça chauffe plus vite et donc le sol est un peu plus chaud. Donc après, il faut gérer évidemment l'arrosage parce que c'est une plante qui a besoin d'être bien arrosée. Je sais que Marilyn en conserve quand même. Je sais qu'elle en a fait congeler aussi. Vous frottez bien les tubercules pour les débarrasser de la terre qui les recouvre, et puis après vous les posez en clayette et vous pouvez déjà les mettre dans le garage. Sinon, on peut reprendre la vieille méthode que l'on avait. Moi, j'apprenais ça aussi à l'école d'horticulture, on faisait des silos avec tout ce qui est tubercule ou avec tout ce qui est légumes racines. Donc ça peut aussi marcher pour les betteraves, pour les navets, pour les rutabagas, tout ça. Vous pouvez prendre par exemple une grande poubelle en plastique. Vous faites une couche de sable, alors quand même un peu épaisse, hein, vous allez mettre une dizaine de centimètres. Vous mettez vos légumes, vous remettez du sable, vous remettez une couche de légumes jusqu'en haut, et puis vous laissez ça tout simplement à l'extérieur, dans un endroit aussi abrité que possible. L'idée, c'est quoi? De le mettre à l'angle d'une haie ou d'un mur, de façon à ce que ça ne soit pas quand même exposé au maximum au froid. Et puis, chaque fois que vous en avez besoin, vous gratouillez un peu le sable, et ça peut se garder longtemps. Notre ami Michael Vincent au potager Colbert, lui, il l'a fait. On l'a fait aussi en vidéo, et il les a gardés jusqu'au mois de février, simplement dans le silo. Donc c'est quand même un bon truc. Alors, je rajouterais un petit truc, c'est que si vous faites ça, soit vous avez un couvercle qui vous permet d'éviter les précipitations à l'intérieur parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité, ou alors vous me faites des trous nombreux à la base de votre silo, et comme ça, ça fonctionnera très bien. Je pense que je vous en ai mis plein la tête, donc on se repose 2 secondes avec une petite page de publicité. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
Mon cher Roland, nous ne sommes pas encore à Noël, donc tu n'as pas le droit de te reposer. Tu vas aller faire des petites choses dans ton jardin. Même s'il fait pas trop beau, même s'il fait un peu frais, tout ça, ça vaut quand même le coup d'aller jeter un œil. C'est systématique. Vous avez un jardin, c'est d'ailleurs pour ça. Et c'est important d'aller s'y promener, d'une part. Et puis, on voit toujours quelque chose. Tu vois, par exemple, les fruits momifiés qui peuvent rester. On a un pommier. On n'a vraiment pas eu beaucoup de pommes cette année. Ça a été une catastrophe. Donc, ces fruits momifiés, c'est Monilia. Hein. Oui, c'est la moniliose. On va les couper. D'habitude, j'enlevais que le bout, mais heureusement, tu m'as conseillé qu'il fallait couper aussi le petit bout de branche qu'allait avec. Parce ça que serait sinon, bien. Oui, c'est ça. On a du temps, puis vu ce qui reste sur l'arbre, ça n'a pas été terrible au niveau de la récolte, donc ça prend pas tant de temps sur 3-4 pommiers. Bon, ça dépend de la taille de l'arbre. Oui, ça dépend. Mais bon, après tout ce qui est déjà à la main, bon, si en reste un ou deux, c'est pas grave, mais si on peut en retirer, c'est déjà pas mal. Alors, il y a quand même la tâche du moment au verger, c'est la taille des arbres fruitiers. Oui. On fera un sujet spécifique là-dessus parce que ça mérite d'être vu en détail. Je vous signale, entre parenthèses, il y a pas moins de 3 vidéos sur le sujet sur News Jardin TV qui vous racontent à peu près la même chose, mais avec des façons différentes, donc qui vous permettent aussi peut-être de progresser crescendo dans la connaissance de la taille fruitière. Ça ne s'applique pas à tous les arbres. Toi, tu as des arbres flinvants, tu ne les tailles pas. Oh, je les taille ici quand même. Je vais de temps en temps parce que j'aime bien avoir de l'air quand je vais cueillir. Je oui, mets mais mon là, échelle là-dedans. Tu fais un élagage. Oui, c'est un élagage ou un nettoyage, mais c'est pas une taille très sévère. On a un arbre en demi-tige. On va tailler les extrémités, le cœur pour que ça soit à peu près propre. Et puis je m'amuse pas à tout retailler en détail parce que là, c'est trop de boulot. On a aussi parlé des protections hivernales dans cette émission. Ou une précédente, je me rappelle déjà plus. Une précédente. En tous les cas, on l'avait fait. Et il faut les revoir, les surveiller. C'est pas parce qu'on les a faites que tout d'un coup, miraculeusement, ça fonctionne. Parce qu'il y a un truc qu'ils ont inventé pour nous embêter, pour embêter le jardinier de base, c'est le vent. Et j'ai déjà mis des pinces à linge, tu sais, sur les voiles d'hivernage, mais la pince à linge, tu parles, elle tient pas très longtemps. Donc il faut quand même contrôler régulièrement. On essaye de faire avec de la ficelle des choses qui tiennent. Il n'empêche, c'est bien de contrôler parce que ça a vite fait de s'envoler, quoi. Écoute, nous, on en a un modèle extraordinaire, mais malheureusement, je ne le retrouve plus dans le commerce, qui est un pop-up déjà, c'est-à-dire que donc c'est comme une sorte de ressort. Oui. Donc ça vous fait, on va dire, un manchon, mais assez large comme ça, au pied duquel il y a des œillets, où on peut mettre donc des sardines pour pouvoir tout le bloquer. On peut ouvrir par le dessus avec une fermeture éclair pour pouvoir mettre de la paille et tout ça à l'intérieur. Ce truc, il est absolument parfait. J'en ai un, je ne sais pas comment d'ailleurs, ni où on l'a obtenu, mais on ne le retrouve plus dans le commerce et je le regrette. Alors, si vous êtes un professionnel fabricant de voiles d'hivernage, pensez-y, faites-nous des trucs pratiques, parce que vraiment, d'une manière générale, on peut dire que c'est pas très simple. Même ceux qui sont comme des manchons, oui, on va dire, on en a des grands, il faut couper des bambous pour faire des tipis, pour les tenir, enfin... Franchement, il y a encore tout à refaire, à retravailler, à repenser. Je suis d'accord. Et puis au niveau de la couleur, tu vois, on envoyait des colorés, des voiles d'hivernage. Et moi, j'aimais bien parce que ça égayait un petit peu le jardin et c'est pas évident à trouver. J'aurai une surprise bientôt. Oh, alors j'aurai une surprise. Je suis preneur. On va continuer à travailler un petit peu dans le jardin. Ou pourquoi pas, tu es à la maison, par exemple. Qu'est-ce que tu fais sur les plantes d'intérieur ? Plantes d'intérieur, pour rapprocher les plantes de la lumière, ça c'est extrêmement important. Et puis contrôler aussi, pas les cactus bien sûr, mais pour toutes les plantes, avoir une belle soucoupe dessous, remplie de billes d'argile et remplir d'eau dedans. Ça permet de faire une mini hygrométrie à la plante. Il y a un truc tout bête, c'est de mettre des saturateurs d'eau sur les radiateurs. Ça, il ne faut pas oublier de les remplir, mais sinon, ça fonctionne très bien, puisque là, vous avez la source chaude et la vapeur d'eau qui se fait tout seul. Il y a encore des feuilles mortes à ramasser un petit peu. Quelques-unes, oui. T'as mis tout le monde au compost ? Pas tout, j'en ai mis dans les massifs de vivaces aussi, en paillage, parce que de toute façon, ça va disparaître. J'ai eu un gros débat l'autre jour sur les « Ah, il faut jamais ramasser les feuilles mortes, etc. » Je dis « Ah bah si, moi j'en ramasse, pas partout. » Pourquoi ? Parce que la personne me disait « Mais non, les feuilles mortes vont apporter du compost, etc. » Sauf que dans mes allées, moi, j'ai pas envie d'avoir du compost, et donc je nettoie par endroits. Il a raison. C'est pas une vraie raison. Parce que ça se décompose mal la plupart du temps, ça reste extrêmement longtemps avec un aspect vilain. Si vous avez la malchance d'avoir un support, par exemple en bois ou un truc comme ça devient des patinoires dangereuses, etc. Oui. Donc les feuilles, on les ramasse et effectivement, on les composte si on veut, mais on ne les laisse pas traîner dans le jardin, ou alors on fait comme Roland, on les met dans des endroits bien précis sur lesquels on ne va pas en plus avoir à marcher. Un jardin, ce n'est pas un espace naturel, ça doit être un endroit dans lequel on peut vivre quand même de façon
agréable et que esthétiquement, ça soit pas moche. Je sais que certains, ça vous fait dresser les cheveux sur la tête, mais je m'en fiche parce que j'ai raison, un jardin, ce n'est pas un espace naturel. Voilà, vous me l'avez énervé, bravo. Ça va pas m'énerver un peu, mais peut-être. C'est les cendres de bois. Tu fais un peu de cheminée là en ce moment, Oui. tu récupères des cendres, qu'est-ce que t'en fais? Ah ben d'abord, faut vider. T'as pas le choix. Déjà, si tu les laisses dans la cheminée, ça le fait pas, faut les vider. J'en mets une partie au compost, j'en mets un petit peu sur le jardin. Dans le temps, parce que j'étais un puriste, j'en conservais pour les limaces. Mais tu parles, les limaces, elles s'en foutent totalement. Oui. Et puis il pleut un coup, puis c'est fini. C'est surtout ça. Donc c'est mort. Donc j'essaye de répartir tant que je peux pour éviter de les emmener à la déchetterie. Donc je répartis dans le jardin. Bon, ça ramène, il paraît, un tout petit peu de potasse. Bon, pourquoi pas. Enfin, moi j'y crois, donc c'est bien. Tu mets pas de fumier en ce moment, ça serait quand même la bonne époque. Non. Sur les planches qui sont vides pour que pendant l'hiver, tout ça, ça travaille. Et puis, Oui, mais le fumier, il faut aller le chercher. Donc c'est du travail, il faut le Je vous dis, trouver. c'est un C'est du oui. Et là, j'ai trouvé des seaux de fumier en granulés et ça va très bien. Moi, je pensais qu'en habitant à la campagne, tu pouvais trouver le fumier que tu voulais, et puis tant qu'à faire, le mettre sur le sol. C'est pas si évident parce qu'il faut trouver un agriculteur qui ait son tas de fumier, etc. Maintenant, c'est tout industrialisé, c'est moins évident. Et puis, c'est quand même moins lourd et plus pratique d'avoir les seaux. Bon, il faut avoir 4 sous pour en acheter. Mais... Puis tu sais, on a fait une vidéo, un truc que je reste toujours sceptique, là, qui s'appelle Tonnerre d'engrais, qui est du crottin. Je t'en ai donné un sac. Oui, tu vas je devoir vais essayer. Écoute, ça y est, j'en ai mis dans une partie de la serre, une seule partie, donc on verra la différence. On verra. Ouais. Parce que ça aussi, on fait des essais avec Roland pour essayer de vous apporter aussi de l'information, parce qu'il y a des choses qu'on nous présente et qui ont l'air tellement miraculeuses qu'on se méfie quand même. Vous avez aussi un petit peu à arroser tous les pieds mers que vous conservez dans la serre ou dans la véranda, les agrumes, tout ça. Les agrumes, eux, ils sont en action, donc il ne faut pas les arroser un petit peu, il faut les arroser beaucoup. Mais les chrysanthèmes, par exemple, les géraniums, tout ça, c'est en dormance, donc on les arrose une fois tous les 15 jours, voilà, c'est maximum. Et puis, je parlais des agrumes, alors eux, miam, 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 ça doit être nourri en permanence. Ils sont en pleine période de fructification. Donc, si vous voulez avoir des citrons ou des mandarines ou des oranges qui ne sont pas tout desséchés, il faut arroser beaucoup et il faut aussi les nourrir. Il faut aussi penser également à nourrir les petits oiseaux. Dans cette partie de surf et de lecture, nous avons un site internet assez rigolo, Troc Jardin, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Exactement, trocjardin.com, c'est Adeline Grulet qui était ingénieure informatique, elle s'est dit j'en ai marre de faire... Ça c'est très jardinier. Ouais. Il y en a marre de faire ce boulot-là, et puis elle a créé le site trocjardin.com. Elle a décidé d'aller habiter à la campagne, d'abord ça c'est une bonne chose, elle a vu qu'il y avait plein de monde à la campagne qui cultivait plein de choses, et dit pourquoi ne pas essayer d'échanger d'abord, échanger des graines, échanger des plantes. Alors évidemment elle explique comment on échange ces graines et ces plantes, il ne faut pas essayer de ne pas faire n'importe quoi, et on l'a déjà dit. On peut faire des rencontres jardins, parce qu'il y a des gens, on peut se rencontrer entre jardiniers et puis échanger pas mal de choses. Elle met en avant les producteurs, les artisans du terroir, voilà. Donc en clair, l'idée, je propose, je recherche, je donne. Oui, et puis c'est une bonne idée pour rapprocher un petit peu les jardiniers. Au niveau lecture, maintenant c'est la période des beaux livres. Ça peut être aussi des beaux livres pratiques comme celui-ci, donc qui a été écrit par les jardiniers de la ferme de Sainte-Marthe. Vous devez connaître, je pense, la ferme de Sainte-Marthe, c'est des spécialistes tout simplement des graines, pas que de légumes d'ailleurs, mais enfin des graines bio. Et ils nous font un gros bouquin, 352 pages, 165 espèces de légumes, plus 700 variétés présentées, 1600 photos, enfin vous avez vraiment tout. Cette ferme de Sainte-Marthe, c'est pas d'hier, c'est 1974. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, là vous avez toutes les variétés qui sont illustrées et qui vous donnent vraiment le choix, et vous avez la manière de visualiser quand même les plantes que vous pouvez acheter. Les conseils sont évidemment bons, ça fait très longtemps qu'on les essaie pour sélectionner un petit peu tout ce qu'ils doivent vous vendre. Je pense que c'est un des meilleurs livres actuellement sur l'ensemble des légumes. Ce que je reprocherais comme d'habitude à ce type de bouquin, c'est qu'on oublie volontairement les variétés les plus modernes. Vous mettez toujours des trucs traditionnels, il vous manque quand même les variétés, pas que F1 d'ailleurs, il y a des hybrides récents qui sont de grande qualité, mais bon,
vous avez quand même une base qui peut être extrêmement intéressante. Je n'ai pas dit quel était l'éditeur, c'est Ulmer. Ulmer qui est certainement l'éditeur le plus jardinier qui existe actuellement. Alors toi, tu avais quelques graines de chez Sainte-Marthe. Les graines de chez Sainte-Marthe, oui, je m'approvisionne aussi chez Sainte-Marthe pour le potager. Ah oui, il y a la tomate voyage. Oui, il paraît, c'est ce que tu m'as dit, qu'elles restent collées l'une à l'autre. C'est comme c'était des grappes agglutinées. Donc on peut prendre une partie de tomate. Ah bon ? Comme ça, ouais. C'est bizarre. Ah bah, justement, tu vas les cultiver, j'espère bien. Ok. Si on ne veut pas cultiver et qu'on veut se cultiver, je vous propose l'Angleterre des jardins. C'est toujours chez Ulmer d'ailleurs. Et ça a été écrit par deux Belges absolument passionnés, à la fois par l'histoire et par la magnificence de ces jardins. Alors tiens, ça c'est Stowhead, c'est vraiment le jardin à l'ancienne. Grand parc style 19e qu'on ne peut pas rater. Donc là-dedans, on n'a pas les jardins anglais privés ou modernes, etc. Non, on a des jardins historiques. La Sissinghurst, je n'ai pas fait exprès, mais je tombe sur des incontournables. Ça, si vous allez en Angleterre un jour, allez voir ce jardin. C'est le jardin qu'il faut avoir vu dans sa vie. C'est le plus beau jardin blanc que je connaisse. Donc vous avez très très belles illustrations sur ce livre-là. Ça vous fait passer un très bon moment. Ça peut vous donner d'ailleurs des idées pour aller vous balader à la belle saison, et ça vous donne l'idée que les jardiniers anglais, ils sont un tout petit peu au-dessus du niveau des autres, quand même. Ah là là, quand ça sonne... Eh ben c'est souvent Nenio qui appelle. Oui. Les marronniers d'ornement de mon quartier sont tous malades. Je crois qu'il s'agit de la rouille grillagée. Ça commence par des petites taches couleur rouille qui s'élargissent, finissent par s'ouvrir et forment des trous un peu partout sur le limbe des feuilles. Connaissez-vous, Patrick, un moyen de les soigner ? Soigner les marronniers, c'est quasiment impossible vu la dimension de la plante, mais je pense que Nenio fait erreur au niveau de l'identification de la maladie. Là, c'est pareil, je n'ai pas eu de photos, donc encore une fois, donc si vous avez des problèmes parasitaux, nous avons besoin de photos. Les photos, il faut les envoyer sur contact@newsjardintv.com. C'est comme ça qu'on peut vous répondre. On a depuis les années 2000 un ravageur qui s'appelle la mineuse du marronnier, Cameraria horridella, qui est donc une petite mouche et qui fait... Alors j'allais dire des ravages, pas vraiment, parce qu'a priori les arbres tiennent bien le coup, mais maintenant on n'a quasiment plus un marronnier en France qui, à la fin juillet, à la mi-août, a encore des feuilles saines. Oui, c'est moche, parce que souvent on le prend comme arbre esthétique et pour arbre pour garnir un parc, et puis là tu le retrouves... En juillet, les feuilles sont devenues comme à l'automne, parce qu'un petit papillon qui vient pondre au début du printemps, alors 1,5 centimètre de dimension, en fait, ça s'accouple sur les troncs, donc après être né des feuilles qui restent au sol. Alors ça, c'est extrêmement important comme information, parce que ça veut dire que sur les marronniers notamment, il faut systématiquement bien ramasser les feuilles qui tombent et ne pas les mettre au compost, à moins d'avoir un compost dont la température va monter au-dessus de 40 degrés. Vous allez dire que je suis une sorte d'obsédé de cela par rapport au compostage, mais d'une grande manière générale, vous ne faites pas un bon compost. Ne le croyez pas, vous ne faites pas un bon compost parce que vous n'avez pas la dimension suffisante, le volume suffisant, et qu'un bon compost, pour qu'il ait éliminé les graines d'adventice, les germes de maladie, etc., là, on est sur 40 degrés sur Cameraria, je dirais que l'idéal, c'est que ça monte au moins à 60, voire 70 degrés. La larve est une mineuse, c'est-à-dire qu'elle rentre à l'intérieur de la feuille, elle se nourrit du parenchyme, c'est-à-dire donc tout simplement des tissus de la feuille, et au début, vous avez quelques traces. Et puis très rapidement, la plante réagit en se décolorant complètement. Toutes les cellules rougissent, meurent tout simplement, et puis les feuilles peuvent tomber prématurément. Donc il n'y a pas de moyen de lutte, parce que tout simplement, qui est-ce qui va, même sur un produit naturel, pulvériser jusqu'en haut d'un marronnier? Et puis même en préventif, ramasser les feuilles à partir de juillet jusqu'en novembre pour les mettre dans un compost à 80 degrés. On n'est pas tous nombreux à voir ça quand même. Mais non, par exemple en ville,
en région parisienne, on a toutes les semaines un ramassage des déchets verts qui vont à l'usine de compostage. On a des sacs en papier craft, donc on ramasse nos déchets verts, on les met dans des sacs, c'est pris, et après ça va être travaillé par des professionnels dans les bonnes conditions. On n'est pas obligé de tout faire soi-même. On est dans une société dans laquelle il y a une organisation quand même. Là, tu es obligé de ramasser pour mettre dans le sac. Tu vas faire ça depuis le mois de juillet jusqu'au mois de novembre, on n'y pense pas, on n'a pas envie. Où tu as le plus raison, même si tu n'as pas envie. C'est-à-dire que si toi tu le fais et que ton voisin ne le fait pas, oui, de toute façon ça sert à rien. Oui. Donc c'est aussi ça. Mais il faudrait le faire. Mais en même temps, très peu de jardins privés ont des marronniers. La plupart du temps, ce sont des plantes d'alignement. Donc mon conseil ou mon message va aussi à l'attention des services d'espaces verts des municipalités qui ont tout intérêt à essayer de faire ce travail. Ils ont tout le matériel qu'il faut pour ramasser. Ça, même des trucs qui vont très vite. Voilà, je ramasse les feuilles de façon à éviter tout simplement la transmission des générations en génération. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Ce que je vais vous raconter maintenant est à la fois très complexe, mais très très intéressant, parce que il va déjà casser une idée reçue qui est souvent celle de cette nature belle, bonne, généreuse, magnifique, dans laquelle tout le monde s'entend bien et vit en bonne intelligence. Ce n'est pas vrai. La nature est un monde de guerre, de bataille, de conquête et en permanence d'opposition. Une lutte pour la conquête de l'espace, de la lumière, de l'eau, des nutriments, et les plantes se battent. Et elles se battent en faisant quoi ? Eh bien, en libérant, soit dans l'air, soit dans le sol, soit dans les deux, des substances volatiles qui vont servir à empêcher les autres de venir les embêter. Ce phénomène que l'on appelle l'allélopathie, c'est vrai que c'est un mot très savant, très compliqué, veut tout simplement dire tout effet direct ou indirect, qui soit positif ou négatif d'ailleurs, d'une plante, y compris les micro-organismes, sur une autre, par le biais de composés biochimiques qu'elle libère dans l'environnement. L'exemple le plus connu de cela, c'est le noyer. Ah, le noyer, oui, parce qu'il y avait même un dicton comme quoi il ne fallait pas aller dormir sous un noyer. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est que les feuilles du noyer renferment une substance qu'on appelle la juglone. D'ailleurs, ça a donné le nom. Juglans regia, ouais. Ou nigra. Oui, il y a les deux. Qui limite, mais fortement, l'apparition d'autres espèces autour du pied de la plante. C'est une phytotoxine, tout simplement, qui réduit la compétition qu'il peut y avoir pour les ressources et qui permettent donc au noyer de continuer à se développer. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça ne fonctionne pas sur tout. Par exemple, le myosotis, le pachysandra, l'alchémie, le caire, l'osta, les fougères, même la juga, par exemple, et puis tous les bulbes à fleurs, ils s'en foutent. Ils s'en fichent. Ah oui. La plante a la faculté de cibler aussi ses ennemis. Un désherbant sélectif, c'est ça. Oui. La force d'étude de ces principes-là, de ces comportements, de ces substances, va nous ouvrir des voies nouvelles pour aider et remplacer définitivement les substances chimiques. Enfin, du moins, les substances chimiques de synthèse, parce que là, on est sur du chimique 100%, mais c'est du chimique fabriqué par la plante. Alors, on verra, pas ici, mais dans d'autres émissions, que la chimie de la plante peut être extrêmement dangereuse. On parlera un jour des plantes poisons. Les plantes sont capables de créer des poisons terribles. Bon, là, on n'est pas sur ça. On est sur ce qu'on appelle des composés qui ont un rôle antimicrobien et dont on connaît par exemple un qui s'appelle le resveratrol. Le resveratrol qui est une substance qui est très présente sur la peau des raisins noirs et qui est un polyphénol. Un polyphénol, c'est en fait un tanin, tout simplement. On l'a aussi sur la fève de cacao, la canneberge, l'arachide, la rhubarbe, la renouée du Japon, tiens, que t'aimes bien, par exemple. Le resveratrol... C'est dans le vin, ça. Oui, c'est ce que je te dis, c'est sur la peau du raisin noir, mais qui peut être intéressante demain pour la médecine aussi.
à partir du moment où une substance a un effet, on étudie cet effet pour savoir ce qu'on pourrait aussi en faire nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant. Les composés allélopathiques qui ont un effet herbicide, ils empêchent les cellules de se multiplier, et notamment les cellules du méristème racinaire, c'est-à-dire le méristème qui est le tissu de croissance des racines. Eh bien, la mitose, vous savez, c'est la façon dont les cellules ont de se découper pour pouvoir se multiplier. Ben, ça le bloque, et donc la plante ne peut plus se développer. Ça va aussi bloquer certaines enzymes, ça va bloquer l'assimilation des protéines. Enfin, aujourd'hui, il y a une étude extraordinaire qui est faite autour de cela, parce qu'on sait qu'il y a une ouverture demain. Alors c'est fait pour se protéger. Les plantes font ça pour dire, attends, toi tu viens, t'es copine, toi tu viens pas, t'es pas copine. En quelque sorte. Ouais. Alors, bien entendu, vous vous posez certainement la question de savoir comment est-ce que ça s'est fait. Bon, c'est encore une fois, on en a parlé avec les fourmis notamment, c'est ce qu'on appelle la coévolution. Ça se produit sur des millénaires et des millénaires. C'est simplement la sélection naturelle qui finit par faire dominer les espèces qui ont adopté un petit critère supplémentaire par rapport à l'autre. Puis petit critère, plus petit critère, multiplié par des milliers, ou voire des millions d'années, eh bien ça aboutit à des systèmes extrêmement performants comme on voit aujourd'hui. Il y a une plante qui a intéressé non seulement les botanistes, mais aussi les industriels, qui est l'élanthe. L'élanthe qui est un arbre, d'ailleurs considéré comme invasif dans la région Île-de-France, mais qui est un arbre spontané chez nous, mais aussi la moutarde brune, Brassica gincea, aussi certaines graminées comme les Eragrostis, même la petite lentille d'eau, le cresson alénois, qui émettent une substance qui s'appelle l'élanthone. Cette élanthone est extrêmement efficace au niveau herbicide, entre guillemets. Sauf que, une fois qu'on l'a extraite, on s'est rendu compte que c'était un produit, enfin une substance très toxique, et donc on ne l'utilisera pas. Donc ça montre aussi que, de temps en temps, la nature fait des choses un petit peu hardes. Dans l'allélopathie, il y a quand même un exemple dont il faut que je vous parle, c'est celui des acacias africains. Les acacias africains, dont on avait déjà parlé avec leur relation symbiotique avec les fourmis, ont pour certains la capacité d'émettre des substances volatiles, cette fois, qui vont aller jusqu'à avertir les acacias voisins de la présence des herbivores. J'avais lu ça un coup, et oui, c'est un truc terrible, ça. Et cette action, qui est extrêmement subtile et complexe, est en fait une émission tannique. Lorsque l'herbivore commence à brouter les feuilles, à partir d'un certain moment d'agression de la plante, celle-ci commence à développer des substances tanniques qui rendent les feuilles restantes encore plus amères et qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, l'herbivore va s'arrêter. Oui, ou alors il n'y avait pas eu des décès de gazelles qui étaient devenu toxiques même. Oui, alors il y avait eu des décès pour une seule et unique raison, c'est que c'était dans des réserves sud-africaines qui sont closes et dans lesquelles il n'y avait qu'une seule espèce d'acacia que broutaient les koudous. Ces grandes antilopes magnifiques avec des cornes spiralées et qui mangeaient ces acacias qui étaient devenus tellement tanniques qu'à un moment donné, ils en sont devenus toxiques. Mais généralement, l'émission de tanin suffit pour que le koudou ou l'autre antilope aille sur un autre acacia, et généralement d'une espèce différente, parce que la communication, elle est maligne, elle se fait d'espèce à espèce. Donc il va pouvoir aller brouter une autre espèce qui peut-être aussi émettra les mêmes substances. Donc on voit que la nature est extrêmement subtile, complexe, et que les interactions chimiques ou biochimiques, on pourrait dire, avec ces fameux métabolites secondaires,
font partie du quotidien permanent et méritent vraiment d'être étudiés plus à fond pour qu'on puisse demain, je pense, avoir des solutions de rechange par rapport à ce que l'on avait jusqu'à présent. C'est peut-être encore un peu éloigné, mais c'est comme ça qu'on terminera notre émission. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à tous, eh bien, écoutez, continuez à regarder News Jardin TV. On a plein de très bonnes vidéos à vous présenter. Roland, merci d'avoir été avec nous. Merci mon cher Patrick. Nos amis à la technique, il y avait ici Stéphane, Miguel stoïque derrière toutes ces caméras, Nicole qui nous fait le plaisir de faire quelques petites photos, et puis à ses pieds, notre mascotte Perle. Toute l'équipe vous souhaite un très bon moment pendant toute la semaine qui vient. À bientôt et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Votre programme avec promessesdefleurs.com. Promessesdefleurs.com, pépinière en ligne, conseils et idées pour le jardin et le potager.